On a eu chaud. Je vous parlais lundi dernier de l'effondrement de plusieurs banques régionales américaines. Ce n'est qu'une Very Bank Sauvergat First Bank. De l'impact de l'événement sur les bourses mondiales jusqu'en Europe, et notamment des risques qui pesaient sur le Crédit Suisse. Eh ben ça n'a pas loupé. L'action de l'ancienne plus grande banque helvétique, qui avait déjà perdu près de 90% de sa valeur, en 10 ans est descendue au ras des pâquerettes à 1,56 franc mercredi dernier après les mauvaises nouvelles en provenance d'Amérique. Heureusement, une semaine plus tard, il semble provisoirement tiré d'affaire. Mais pour autant, les angoisses des marchés sont loin d'être calmées. De nombreuses questions sont toujours en suspens et nous les poserons tous. On a eu chaud, oui, mais est-ce que c'est bien fini ou bien y a-t-il encore un risque de contagion à l'ensemble du système bancaire? Que va-t-il se passer ces prochaines semaines pour le Crédit Suisse et doit-on craindre les mêmes scénarios qu'en 2008, quand la dernière faillite d'une banque américaine, Lehman Brothers, a déclenché une crise financière mondiale? Mercredi dernier, après des mois d'inquiétude face à la fuite d'environ 50 milliards de francs suisses de dépôt, soit quasiment la même chose en euros, elle a tiré la sonnette d'alarme. Son actionnaire principal, la Saudi National Bank, a refusé de mettre la main à la poche, peut-être en raison d'une obstruction réglementaire, comme l'a avancé son président, ou peut-être parce que la banque saoudienne a déjà perdu des milliards de francs suisses depuis son entrée au capital et qu'il est temps que ça s'arrête. L'abandon du Crédit Suisse par l'Arabie Saoudite l'a plongé dans une situation délicate. Il risque de manquer d'argent pour faire face aux demandes de remboursement qui se multiplient, et en bourse, le titre a touché le fond avant de commencer à creuser. Le lendemain, jeudi 16 mars, pendant que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine calculaient leurs expositions respectives au Crédit Suisse, celui-ci s'est tourné vers la BDS, Banque nationale de Suisse, et a demandé à bénéficier d'une option d'emprunt garantie par ses derniers actifs. La menace de crise systémique s'est éloignée quand la BDS a accordé 50 milliards de francs suisses en urgence pour prévoir le manque imminent de liquidités. C'est évidemment une opération de la dernière chance, et si elle est tentée, c'est que le Crédit Suisse a encore des cartes en main pour poursuivre sa transformation entamée en 2021. Il ne détient pas de produits toxiques, son portefeuille de prêts est garanti à hauteur de 90%, il répond aux exigences réglementaires de fonds propres et de liquidités, mais surtout, il a un acheteur, l'autre géant de la banque suisse, UBS, pour un montant de 3 milliards de dollars. Les nouvelles de cette fin de semaine dernière ont été bien accueillies par les investisseurs, c'était le but, et le titre a repris des couleurs vendredi. Les autorités suisses suivent le dossier de près. Elles ont fait pression toute la semaine pour trouver une solution avant la réouverture des bourses ce lundi, mais la joie aura été de courte durée, car les marchés ne sont toujours pas rassurés. De l'autre côté de l'Atlantique, la situation évolue aussi rapidement, et les nouvelles sont plutôt bonnes. À vrai dire, la branche anglo-saxonne de la sélection Verliberg a déjà retrouvé un repreneur en HSBC. Quant aux clients américains, ils respirent aussi, puisque l'État a décidé de garantir tous les dépôts. La même mesure a été prise pour Seguinté Bank, bonne nouvelle aussi pour la FIRS Fabric, elle se voit soutenue par une dizaine de grandes banques comme JP Morgan Chase ou la Bank of America. Elle va bénéficier de 30 milliards de dollars de facilité pour éviter un naufrage. Une opération menée par Jamie Dimon, actuel président de la JP Morgan Chase, à l'image de JP Morgan lui-même en 1913 quand il avait constitué un pool pour sauver le système bancaire américain, ce qui avait finalement abouti à la création de la Fed. Le département du Trésor américain se félicite de cet élan de soutien entre banques, qui devrait restaurer au moins en partie la confiance des épargnants dans le système financier et qui prouve sa résilience. Cette solidarité bancaire ne ferait presque lâcher une petite larme tellement c'est beau, mais en réalité, c'est plutôt intéressant. Il s'agit surtout d'éviter une réaction en chaîne. Personne ne veut de l'effondrement d'une banque, encore moins d'une banque systémique. Et c'est pourquoi d'autres observateurs voient dans tout cela un signal alarmant. Avec cette opération de sauvetage, le risque qui reposait jusqu'à maintenant seulement sur la clientèle des banques régionales est dorénavant réparti sur toutes les grandes banques. Et là aussi, on s'inquiète du caractère temporaire de la mesure. Les 30 milliards destinés à la First Fabric sont en fait ses propres dépôts qu'elle détient dans les banques concertées, qu'elle lui rend avec un effet de levier, donc une dette en plus. Mais surtout, qui seront à sa disposition pendant 120 jours seulement, et dans 4 mois, personne ne sait. Les mesures prises aujourd'hui permettent seulement de gagner du temps.
C'est évidemment vital pour trouver des moyens de soigner le mal à la racine, mais elles ne font que reporter le problème. Et elles sont aussi la garantie que si les solutions envisagées cette semaine ne suffisent pas, les prochaines mesures devront être encore plus importantes et plus coûteuses. C'est ce que pensent les analystes de la parquetterie ou le PDG du fonds Pershing Square, Bill Ackman, interrogé au sujet du Crédit Suisse. Selon eux, le secteur bancaire européen est carrément sur le point de se fondre. Personne ne sait encore où on sera l'inflation l'été prochain. Ni à quel niveau auront atteint les taux, et encore moins à quoi ressemblera le paysage financier d'ici là. Il peut se passer tellement de choses, et en attendant, comme on ne peut pas s'empêcher d'angoisser pour l'avenir, je vous propose d'essayer d'imaginer ensemble la suite des événements avec une fin heureuse. Malgré les efforts des autorités pour limiter la casse et stabiliser le système bancaire, l'enchaînement des faillites express des banques américaines rappelle douloureusement les souvenirs de la crise des subprimes. Alors on peut-être commencer par là, car à l'époque tout avait aussi commencé avec une hausse des taux directeurs et des défaillances bancaires. Hop! Transportons-nous d'un bond aux États-Unis à l'été 2007, dans un contexte de hausse régulière des taux, passant de 1% à 5,25% en 2 ans. Plusieurs banques commencent à tirer la langue dès les premiers rayons du soleil d'été. Elles doivent payer plus cher les liquidités dont elles ont besoin pour assurer leur fonctionnement quotidien et la réserve obligataire perd de la valeur. Il n'y a pas que les banques qui souffrent, car les mensualités de prêts des ménages ont aussi augmenté. Jusque-là, le marché immobilier américain vivait une espèce d'euphorie permanente alimentée par des taux bas et des conditions d'accès au crédit facilité. Les banques, trop sympas, ont accordé beaucoup de prêts immobiliers, à taux variable, à des ménages qui n'en avaient pas les moyens. Pour limiter leurs risques, les banques qui ont accordé ces crédits pourris les ont ensuite titrisés, ou bien dit autrement, rassemblés, ficelés et transformés en titres négociables, les fameuses subprimes. La suite, on la connaît, ces subprimes ont été vendues par palettes de milliards de dollars aux autres banques, aux fonds d'investissement, partout dans le monde. Entre septembre 2007 et mars 2009, l'effet de rabaisser les taux en urgence fait chuter les principales places boursières qui encaissent une lame de fond, qui leur fait perdre plus de la moitié de leur valeur. Moins 55% pour le SP500 et l'Eurostoxx 50 et moins 53% pour le CAC 40. Les banques se font sévèrement secouer à Paris. La BNP recule de 69%, l'assureur AXA de 74% et la Société Générale dévisse de plus de 82%. Pour stabiliser le système bancaire, il faut renflouer en urgence les banques les plus fragiles. Certaines seront sauvées, restructurées et récapitalisées. D'autre part, cette crise aura coûté près de 1000 milliards de dollars, selon le FMI. Mais elle n'aura pas servi à rien, elle sera à l'origine de nouvelles normes et exigences réglementaires plus strictes pour garantir la stabilité financière et la liquidité de chaque établissement dit systémique. Car évidemment, pour que la graine germe, il fallait un terrain fertile et la réglementation trop souple de l'époque a été pointée du doigt. Elle n'a apparemment pas pu éviter que les banques ne prennent trop de risques en jouant avec l'argent et la vie de leurs clients, les riches comme les plus fragiles. Normalement, ce qui s'est passé ne pourra plus jamais arriver, et pourtant les récents événements auraient tendance à nous montrer le contraire. Donc, il est normal qu'on se pose des questions. En fait, cette fois, la situation est bien différente. La crise de 2008 a été déclenchée par la chute des marchés immobiliers dans un contexte de hausse des taux. Or, aujourd'hui, si le contexte est identique pour le reste, c'est pire. Entre 2004 et 2008, l'inflation était maîtrisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Entre 2004 et 2008, l'euro était fort face au dollar, il flirtait avec $1,40, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Entre 2004 et 2008, la dette souveraine américaine, qui est passée d'environ 6 000 milliards à 10 000 milliards de dollars, atteignait plus ou moins 70% du PIB, ce qui... Bon, je n'ai pas besoin de finir ma phrase, vous avez compris où je vais en venir. En Europe, en 2007, la dette publique moyenne des pays de l'Union représentait 61,8% du PIB. Aujourd'hui, elle atteint 115% dans les pays de l'Ouest, sans compter la Grèce, l'Italie et le Portugal où elle dépasse 120%. Partout, elle a augmenté plus vite que la croissance. Par nos pratiques financières, non plus, nous ne sommes plus dans le monde de 2008. Les relations et la coopération entre grandes banques se sont renforcées pendant la crise sanitaire et plus récemment, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Et puis,
En 15 ans, la banque a considérablement changé de visage. Le système entier s'est concentré, les échanges ont explosé, les nouveaux protocoles numériques ont modifié les habitudes et ouvert la voie à des produits financiers innovants ou d'autres moyens d'emprunter, de s'assurer et de faire du profit. Avec l'arrivée des intelligences artificielles et du trading à haute vitesse, l'illusion de la totale maîtrise des marchés s'est renforcée et des risques ont progressivement été ignorés. Particulièrement les risques rares, ce qu'on appelle en économie les signes noirs, des choses qui ne peuvent pas arriver, à tel point qu'on ne les envisage même pas, et qui pourtant se produisent. Comme par exemple la chute d'un établissement historique plus que centenaire, ou une guerre aux portes de l'Europe, ou encore des malversations. Mauvaise gestion, hyperspécialisation, investissement hasardeux, les stratégies dangereuses sont de nos jours couramment pratiquées par les banques, particulièrement par les banques d'investissement, et l'actualité nous montre qu'il n'en faut pas plus pour les faire trébucher en solo ou en groupe. Non, la situation ne ressemble pas à celle de 2008, mais elle n'interdit pas que le résultat soit le même. Les fêtes américaines de la semaine dernière ont déclenché un nouveau recul général des valeurs bancaires, pas seulement aux États-Unis, et la décision d'UBS de voler au secours du Crédit Suisse n'a pas changé grand-chose depuis le 6 mars. BNP baisse de 22%, la Société Générale de 27,44%, AXA de 13,9%, ING de 25,42%, la Deutsche Bank a perdu un tiers de sa valeur et l'indice sectoriel des sociétés financières recule de 15,8%. Mais les autorités se veulent rassurantes. Christine Lagarde, la présidente de notre banque centrale, est montée au créneau pour apaiser les marchés et éviter une crise de confiance. Comme elle avait assuré l'année dernière que l'inflation ne serait que transitoire, elle assure aujourd'hui qu'il n'y a aucun risque de contagion en Europe et que ce qui se passe outre-Atlantique n'aura pas d'impact sur notre système bancaire. Nos banques sont solides, elles sont assises sur de grosses réserves, elles sont bien capitalisées et elles n'ont pas de lien d'importance ou risqué avec les banques régionales américaines. Et si des difficultés devaient se présenter, la BCE veillerait de toute façon à ne pas laisser la situation se dégrader. Par ailleurs, il y a la directive européenne de 2014 qui instaure la garantie des dépôts en faveur des clients d'une banque à hauteur de 100 000 € par banque et par déposant. Pour montrer l'exemple, jeudi qu'au 16 mars, la BCE a relevé le taux de refinancement de 0,5% pour l'amener à 3,5%, une fermeté qui a rassuré les marchés. Mais si d'autres hausses sont prévues d'ici la fin de l'année, pour le moment, aucune date n'est arrêtée et séparée du côté de la Fed. Vous pouvez compter sur nous pour suivre les événements et vous tenir au courant. Pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à notre chaîne. Et si vous pensez à nous dire en commentaire quelles sont, selon vous, les actions les plus prometteuses du moment, merci. Encore merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt.